quelques éléments de réflexion, mais très peu d'éléments de réflexion encore qui amènent des solutions concrètes au niveau du développement du rail, développement du transport maritime. Donc oui, tarifer la congestion, moi je suis fortement en faveur, mais évidemment il faut mettre le stationnement en place, la taille des véhicules, le CO2 c'est fait avec la taxe sur le carbone, enfin le marché du carbone, mais on devrait être en plus agressif à mon sens, et surtout le covoiturage, le transport en commun, le covoiturage, j'aimerais insister là-dessus, le covoiturage 2.0, les solutions à la Uber, ce sont les solutions que le gouvernement devrait embrasser extrêmement rapidement, de concert avec les taxis, les régulariser, les légaliser, encourager tous les propriétaires de véhicules qui vont faire face à plus de frais à ouvrir les places disponibles autour d'elles. Chaque conducteur a 3 ou 4 places libres autour de lui. Ce sont des places qu'il faut rendre disponibles à la population et faire du transport en commun avec les infrastructures privées. Ça serait à coût nul pour l'État et ça serait des gains hautement significatifs et hautement rapides à réaliser en transport collectif, mais en transport collectif, on peut dire privé. Merci beaucoup. Je suis content de voir qu'il y a au moins un minimum de désaccords. Ça va être plus intéressant pour la demi-heure qui va suivre, puisqu'on a 30 minutes pour un échange entre les panélistes. La première question que j'aurais à vous soumettre, bon, vous avez déjà eu la chance de vous prononcer sur les différentes mesures du rapport, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur, notamment sur la suggestion de tarification modulée au cordon. Est-ce la mesure la plus adaptée pour Montréal? Et si oui, comment faudrait-il procéder pour que ça fonctionne dans le cas spécifique du Grand Montréal? Je lance la question ouverte, si quelqu'un veut se lancer le premier. Comme j'ai été, en fait, j'ai fait l'objet de la présentation juste avant. D'abord, j'adore votre sens de la phrase, évidemment, votre sens percutant. La réalité, c'est que je n'ai pas dit, et j'ai même mentionné que le milieu des affaires, en tout cas, était favorable à payer davantage. Donc, je n'étais pas en train de dire qu'on ne veut pas payer, j'étais en train de dire que ce n'est probablement pas, en tout cas à notre avis, la meilleure solution que celle d'avoir le cordon. Et on peut le regarder sur Stockholm, et je suis allé à Stockholm, donc j'ai vu de mes yeux. Ce n'est pas la même configuration géographique, la première chose. Et la deuxième chose, autour de Stockholm, il n'y a pas ce qu'il y a autour de Montréal, autour de ces ponts-là. Et donc, on est en train, et moi, je vous dirais, quand j'ai vu le rapport, je me suis dit, tiens, c'est comme un travail d'enfant sur ce point de vue-là. On est une île, il y a des ponts. Alors, c'est sur les ponts qu'on devrait agir. Je ne pense absolument pas que dans notre dispositif économique ici, ça va générer ce qu'on veut générer. Ça ne va pas générer le déplacement vers Montréal d'activités économiques, puis une rationalisation des décisions des gens sur où ils veulent habiter. Je ne pense pas que ça va se faire rapidement, et je pense qu'au rythme, et là je rejoins probablement tout le monde dans la salle, au rythme où on étend le dispositif de transport en commun, on va juste créer de la frustration de payer un tarif alors que l'alternative n'est pas disponible. Les gens ne vont pas déménager rapidement, et dans certains cas, les gens ou les entreprises vont déménager à l'extérieur de l'île, dans des dynamiques de déplacement où il n'y aura jamais de transport en commun ou très peu. Ça ne va pas arriver qu'on va avoir du transport en commun très déployé autour de l'île de Montréal, dans les axes parallèles à l'île de Montréal. En tout cas, je ne le pense pas. Et si on regarde autour de Paris, c'est très concentré. Si on regarde autour des grandes villes, c'est très concentré vers le centre. Donc, je ne pense pas qu'on va atteindre des objectifs qu'on voudrait atteindre avec le cordon autour de Montréal. Madame Denis, vous souhaitiez réagir? En fait, je pense que le cordon, d'abord, il peut être extensible. Il n'est pas obligé, en effet. Là, il y avait une proposition sur les ponts. Je pense que l'idée qui est avancée, c'est qu'il faut regarder ces alternatives-là. Nous, on l'a beaucoup regardé dans la perspective du financement des transports collectifs, parce que là, j'abonde dans le sens de M. Leblanc. Il faut qu'il y ait du transport collectif, il faut qu'il y ait des alternatives. On parlait de covoiturage, etc. Et ça demande des argents à investir de nos différents paliers de gouvernement. Maintenant, le cordon, c'est quand même intéressant parce que c'est à la fois une source de financement potentiel, dépendamment comment on l'organise. C'est donc de l'argent qui pourrait être réinvesti. Et dans le rapport, les plus qu'on voit à la page 26, ils vont beaucoup dans le réinvestissement, notamment des transports collectifs.
Mais c'est aussi une manière de lancer un message aussi, de dire on ne peut plus continuer comme on fait actuellement, d'avoir des autoroutes qu'on peut prendre comme on veut pour se rendre en centre-ville. Et en centre-ville, quand on passe par la rive sud, on arrive vite dans le centre-ville. Quand on passe par la rive nord, on traverse beaucoup de quartiers, avec tout ce que ça peut amener de problématiques. Et j'imagine que dans la salle, vous êtes bien au fait de tout ça. Alors, c'est une perspective très intéressante à regarder. Maintenant, c'est sûr, comme on le disait, ce n'est pas la seule mesure qui doit être mise en place pour que ça fonctionne. Et c'est sûr, quand M. Pinault parlait de la politique tant attendue de mobilité durable, c'est certain que la vision globale, elle doit être là, parce que si on mettait ça, puis que parallèlement à ça, on continue à agrandir nos autoroutes, comme il y a des projets qui sont actuellement sur la table, dans la région métropolitaine, là, on vient de rajouter des voitures, donc on vient de renforcer le problème de la congestion, puis on viendrait mettre en place un dispositif pour essayer de la diminuer. Alors, il y a une cohérence à avoir là-dessus. Mais le cordon, il faut savoir où est-ce qu'on le met. Peut-être faudrait le mettre plus large. Il y a la région métropolitaine. C'est intéressant à regarder. Et il faut prendre aussi conscience qu'il y a des taxes, il y a toutes sortes de mesures à mettre en place. La taxe sur l'immatriculation, la taxe sur l'essence, tout ça, c'est un pôle intéressant dans le temps qui peut s'organiser de façon différente. Une taxe sur l'essence, si on l'augmentait, ça pourrait se faire demain si le gouvernement le décidait. Alors que ça va prendre quelques années, mais c'est un modèle intéressant. Monsieur Pinault, il y a eu beaucoup de critiques émises contre les théoriciens en disant que leur analyse était peut-être un peu désincarnée et donc qu'elle surestimait les bénéfices de ce genre de mesures-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être plus particulièrement par rapport au cas de la tarification cordon ou... Je pense que c'est vrai qu'on peut être sceptique, on peut avoir l'impression que c'est une taxe supplémentaire et souvent on présente notre mobilité comme on est otage de notre voiture et de la configuration. Je pense qu'on sous-estime les solutions qui sont à portée de main, qui sont rapides, et les bénéfices qu'on retirerait assez rapidement. Le problème de la congestion est reconnu par tous, c'est un coût réel. Alors, diminuer la congestion, payer pour la congestion, c'est payer pour un service. Donc, on va vraiment payer ce que les gens payeront véritablement pour un gain. Ce qui rend sceptique, c'est que c'est sûr qu'on est certain qu'on va payer, on n'est pas certain que le gain soit là. Alors, il y a un travail de sensibilisation et évidemment un travail d'expérimentation à faire pour prouver que le gain sera là. Mais c'est véritablement, c'est pas payé pour rien, c'est payé pour une plus grande mobilité. Et je pense que tout le monde serait d'accord, enfin tout le monde, tous ceux qui veulent payer pour plus de mobilité, tout le monde, tous ceux qui sont pris dans la congestion, ils seraient prêts à sortir un 5 $ pour dire j'aimerais ça aller plus vite et me rendre plus vite au travail. C'est vraiment investir dans la productivité de Montréal, investir dans la mobilité à Montréal. Et je pense que c'est au point de vue des communications, il faut véritablement présenter les choses de cette manière-là. Et je me permets de revenir sur, oui, il faut des investissements en transport en commun, mais les révolutions là, de Airbnb, de Uber, sont des véritables révolutions. Tout le monde, à peu près, moi je n'ai pas de téléphone intelligent, mais je suis à peu près le seul à ne pas en avoir. Tout le monde en a. Et c'est très facile de faire des matchs avec des plateformes informatiques et de dire, quand M. Leblanc dit on ne verra pas de transport en commun se développer latéralement dans les zones urbaines, effectivement, il n'y aura pas de transport en commun officiel, mais on peut avoir des gens dans leur voiture avec 3 places vides autour d'eux, dire je vais à tel endroit, j'en ai assez de payer seul pour ma voiture, je vais la rendre disponible de façon volontaire à des gens, et il se trouve qu'on peut envoyer le message rapidement, quelqu'un le reçoit automatiquement. Si c'est légalisé, sécurisé, qu'il y a des assurances qui sont prises en compte, eh bien, il y a du transport collectif qui va se mettre en place rapidement sans investissement, ce qui n'est pas un appel au désinvestissement, au contraire, mais c'est un appel à mettre en place des solutions d'affaires et c'est pour ça qu'il faut que les gouvernements ouvrent la place à l'entreprise privée. Monsieur Cadieux, ça fait un petit bout de temps qu'on ne vous a pas entendu parler, puis je crois vous avoir vu hocher de la tête. Non, je pense que il y a quelque chose qui a été dit avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Je pense que je ne pourrais pas convertir M. Pinault à l'égard des camions. Là. Il y a une idée bien préconçue, comme le téléphone intelligent aussi, mais si vous n'avez pas le message à discuter, vous allez avoir de la difficulté à embarquer à bord du covoiturage. Non, je vous ferai fournir des chiffres, mais pas de moi, là, du ministère des Transports, pour vous éclairer un peu sur les charges qu'on transporte maintenant, qui ont diminué. C'est parce que vous jouez sur la taille des équipements par rapport au poids. C'est certain qu'une remorque 53 pieds met plus de marchandises qu'une remorque 47 pieds.
mais on ne transporte pas plus lourd dans le sens de l'ingénierie, du transport et de l'utilisation du réseau routier. Là. Mais ça, ce n'est pas moi qui vais vous répondre à ça. Je vais vous faire envoyer les chiffres par le ministère. Peut-être qu'à la prochaine conférence, vous serez amendé, mais ça ne viendra pas de moi. Ça sera des gens qui vont vous donner l'expertise d'ingénierie. Pour ce qui est évidemment de la tarification, cordon, Montréal a cette particularité, évidemment, d'être une plaque tournante. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là. On est l'Ontario, les États-Unis, les autres provinces. Donc, comment gérer ça? C'est certain qu'il va falloir avoir une vision de tarification qui va s'adapter aussi à la particularité de Montréal. Tu sais, on parle de Stockholm, puis je suis content que Michel connaisse bien la géographie là-bas. On parle évidemment de 165 stations de métro et on parle ici à Montréal d'à peu près, je pense, on a à peu près 73 ou 74. Alors, on ne parle pas d'une même offre de services de transport collectif que nous avons maintenant, que nous avons en ce moment à Montréal. Je ne veux pas rêver, je sais bien qu'on ne pourra pas tourner la Terre au niveau du transport collectif, mais je pense qu'il va falloir mettre aussi l'accent sur cette approche-là. Et oui, je suis d'accord, les principes de covoiturage, l'ubérisation, ça, on en reparlera, c'est un peu particulier là, parce qu'il faut comprendre qu'il y a déjà des modèles existants, il y a déjà une économie autour de permis de transport. C'est tout un débat avec lequel les gouvernements ont de la difficulté en ce moment. Mais tout ceci dit, je pense que l'approche d'utilisateur-payeur doit être regardée beaucoup plus sur une approche, oui, IMAT, oui, utilisateur-payeur kilométrage, plus qu'un simple tarif en entrant et au passage. Et un jour, il n'y a pas si longtemps, on a installé des systèmes de payage sur la 30 qui sont d'une génération autre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je dis toujours, attention au modèle, au jour auquel on pensera.